Ici, dans ce podcast, on dépoussière ce qui a dépoussiéré, on nettoie ce qui a nettoyé, on renverse ce qui a renversé, on flingue ce qui a flingué. Pas de langue de bois, on est incisif. C'est de la vente à l'état brut. On vous dit tout, on se dit tout. Asseyez-vous confortablement, attachez votre porte-flingue et soyez les bienvenus dans votre podcast, Les Tontons Closers. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, Les Tontons Closers. On va t'expliquer aujourd'hui comment est-ce que tu vas pouvoir recruter des top closers, le 1%, la crème de la crème. Comment est-ce que tu vas t'assurer d'avoir des closers qui soient hyper performants. Dans cet épisode, effectivement, on va te dire quelles sont les règles du jeu, justement, pour que tu puisses toi-même savoir déjà ce qu'est un top closer, ce que tu dois attendre d'un top closer. Et finalement, surtout, ce qui va t'intéresser, c'est comment avoir dans sa team, dans son pôle de vente, un top closer. C'est ce qu'on va te révéler. Alors, par quel bout tu vas attaquer ce sujet? Parce que c'est un sujet quand même qui reste une grosse problématique. Rappelle-toi, quand on assiste à des conférences, dans des masterminds, etc., la question c'est toujours, mais où est-ce que je trouve de bons closers? Alors, déjà, il faut que tu saches une chose, c'est que les bons closers, les meilleurs closers sont déjà pris. Ils sont déjà en poste. Donc, là, je commence par une anecdote. C'était une femme qu'on a accompagnée qui avait fait seule, une thérapeute, 200 000 euros de vente. Elle était même dans le masterclass d'un grand influenceur, top, un business coach qui est connu sur les réseaux. Et donc une soixantaine d'années, maintenant elle voulait monter une équipe. Et comme elle avait déjà une soixantaine d'années, elle voulait justement commencer à se reposer, à prendre un peu plus de temps pour elle. Plus de temps pour elle, à se centrer effectivement sur la partie délivrabilité et laisser effectivement, elle a mis en place une équipe marketing et nous on était là pour l'accompagner dans le cadre d'un pôle de vente au niveau de la conversion. Et elle me dit, Sidney, moi il me faut un top closer. Je lui dis, mais tu peux pas avoir un top closer comme ça. Et elle fait pourquoi? Je fais, un top closer c'est quelqu'un qui est déjà en poste. Je lui dis, c'est comme si là tu es une équipe de division 2, tu n'es même pas en division 1, en L1, tu es en L2, et tu me dis, je veux Mbappé, ou Benzema, ou Haaland, pour ceux qui connaissent un peu le foot, c'est des top attaquants. Ou Messi. Ou Ronaldo. Tu dis non, tu peux pas, tu as un club de L2, tu peux pas voir Messi, Ronaldo, Mbappé, Benzema, Haaland, c'est pas possible. Par contre, tu peux avoir un bon attaquant de L2. Prends un jeune prometteur qui sort du centre de formation et qui a faim, qui a plus de talent que les autres. Il est joueur normal que toi, mais tu vas le polir et à un moment donné, il va devenir une perle et il va devenir ton Mbappé, ton Benzema. Et c'est là que d'autres vont vouloir effectivement l'avoir et toi, tu auras conscience que tu as effectivement un joyau. Donc, je lui disais que la majorité des top closers, ce sont des gens qui sont déjà en poste. Maintenant, pour certains, effectivement, ont grandi dans un pôle de vente. Et après, il y a quelques transferts qui peuvent se faire. C'est le marché. Je ne vais pas dire c'est rare, c'est le marché qui veut ça. Mais par contre, les top closers, ils vont quitter un gros poisson pour aller chez un autre gros poisson qui lui offre de meilleures conditions, ou alors qu'ils vont quitter un gros poisson pour aller chez un très gros poisson qui lui offre plus de visibilité, plus de prestige et aussi des conditions. Et surtout aussi, ils vont peut-être quitter où ils sont parce que ça, au niveau du marketing, ça ne suit plus. Voilà. On en a connu des entrepreneurs sur le marché qui étaient sur une pente fulgurante et pour X ou Y raison, le marché a commencé, leur business a commencé un peu à tanguer et donc tu as des closers qui partent parce qu'en fait, ils étaient habitués à avoir un taux de commission assez élevé parce qu'ils étaient bons et au final, aujourd'hui, ils se disent, je gagne plus suffisamment ou j'ai besoin d'avoir une deuxième mission, je garde la mission que j'aime et je vais aller chercher une deuxième mission. Et quand ils arrivent dans la deuxième mission, ils se disent, là, les conditions sont meilleures, etc. Donc, je bascule en fait sur cette mission-là. C'est un peu ça la difficulté avec les top closers, c'est que généralement, effectivement, ils sont déjà placés pour la plupart. C'est ça. Et quand ils partent, c'est que on leur propose mieux. Clairement. Donc, c'est d'où l'importance. Donc, si on devait attaquer le premier point, comment est-ce que recruter les top closers, les bons closers, leur donner des conditions de travail qui soient beaucoup plus, on va dire, un peu flexibles, un peu plus bénéfiques aussi pour eux par rapport à ce qu'ils ont déjà. C'est ça. Leur assurer d'avoir un volume d'appels qui soit plutôt correct pour qu'eux ils puissent aller faire leur chiffre d'affaires.
parce que c'est des indépendants. Ils ne sont pas différents de vous. Ils sont comme vous, ils sont à leur compte et ils veulent gagner plus d'argent. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand on parle de top closer, pour faire simple, l'idée c'est de se dire, ok, quelle est la configuration que toi, dans laquelle tu es actuellement? Parce que tu es dans une configuration qui fait que soit tu as un niveau avancé, tu peux attirer des top closers, soit tu as un niveau débutant ou intermédiaire. Pour le moment, tu ne peux pas attirer de top closers. Par contre, si effectivement ta boîte, elle se développe avec des closers qui sont bons, mais il n'y a pas de top closer, avec des closers qui sont bons, tu atteins un certain palier de chiffre d'affaires, par exemple au moins les 100K mensuels, à ce moment-là, tu as suffisamment d'impact déjà dans ta niche, de visibilité par tes publicités, par tes réseaux sociaux, pour justement que ton nom ait dépassé les barrières de ta simple niche, et dans l'ensemble des business en ligne, on commence à parler également de toi. Et là, les top closers peuvent commencer à s'intéresser à toi. Donc, c'est-à-dire que la façon d'attirer des top closers, c'est effectivement, c'est regarder quel est déjà, toi, l'environnement de ta boîte, qu'est-ce que tu offres comme condition. C'est un peu, effectivement, comme le marché des transferts dans le sport. Hein. T'as un club, on regarde effectivement quelles sont les conditions que tu peux offrir pour que tu deviens désirable du point de vue des top closers qui sont déjà sur le marché. Sinon, effectivement, l'autre situation que je t'ai évoquée, c'est que tu vises plutôt, effectivement, quelqu'un qui a du potentiel et tu l'aides à grandir. Et là, l'aider à grandir, toi, tu peux avoir des difficultés à l'aider à grandir. En ce sens, tu peux faire effectivement appel à une agence de closing, telle que la nôtre ou une autre, qui te permettra de mettre en place un pôle de vente. Dans le cadre de ce pôle de vente, tu retrouveras des systèmes, des process, des hommes, c'est-à-dire... Et de la formation, formation aussi. Un manager, un closer ou plusieurs, et de la formation, qui permettront effectivement de tirer vers le haut l'ensemble de ton équipe, et le manager va détecter la potentialité de ton top closer, et ce top closer sera, entre guillemets, suivi de façon un peu plus spécifique, parce qu'il a un potentiel de développement qui est plus grand que les autres. Donc, il y a aussi une attention particulière. Moi, en MLM, on appelle ça la prima donna. La prima donna, c'est quelqu'un, par exemple, c'était le général Patton, c'était une prima donna. C'était un général 5 étoiles. Et un général 5 étoiles, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Et un top closer, c'est comme dans tous les domaines de la vie, hein. de la vie, dans toutes les activités humaines, c'est quelqu'un qui sait qu'il est très bon en maths. C'est quelqu'un qui sait qu'il est très bon en foot. C'est quelqu'un qui sait qu'il est très bon aux échecs. C'est quelqu'un qui sait qu'il est très bon à la course à pied. Un top closer, dès le départ, il sait qu'il est fait pour le closing et il va cartonner. Toi, tu n'as peut-être pas l'œil pour le voir. Par contre, un manager commercial, un directeur commercial aura l'œil. Ça veut dire que si tu veux un top closer, tu dois mettre en place un pôle de vente avec effectivement des gens expérimentés qui auront l'œil pour le repérer et le développer. C'est comme un footballeur, quand tu le vois en centre de formation, tu dis, tiens, lui, c'est un futur grand. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On lui fait faire des exercices spécifiques parce qu'il a un talent il a un potentiel. Il a un potentiel qui est supérieur aux autres. Tout à fait. Et bien là, c'est pareil. Et aussi, je pense que dans le côté, parce qu'on parle de recrutement de top closer, mais comment même recruter un closer, un bon closer, un closer normal. Et ça passe aussi par avoir, comme on le disait, on l'a dit dans différents épisodes, d'avoir un processus finalement d'onboarding. Donc de ne pas juste recruter les personnes en mode, je suis un closer certifié, j'ai été dans telle académie, allez, j'ai besoin de closer, ok, tu commences demain. Ouais. D'accord. Donc on va leur donner un peu le processus, parce que si on regarde quel est le processus nous pour intégrer, par exemple, quand un closer qui vient d'une agence qui n'est pas de la nôtre, et pour nous intégrer, qu'est-ce qu'on met en place pour recruter une personne. Donc on va vous le donner parce que c'est le but. On se dit tout. Il n'y a pas de filtre. Si vous pouvez l'implémenter dans votre business, c'est tant mieux. Vous le faites, vous l'implémentez, et ça va vous permettre de devenir un peu comme dans un tamis. Finalement, séparer le grain de l'ivraie, c'est remplir un formulaire avec différentes questions sur quelles sont ses appétences, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, c'est quoi la niche de prédilection, qu'est-ce qu'il aime, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus portés sur tout ce qui va être la finance ou bien l'immobilier, et si tu les amènes vers de la thérapie, etc., ça parle pas au closer, donc du coup il va pas être bon pour vendre ça. Ok.
Troisième point, on va lui demander s'il a déjà été closer, du coup, quels sont ses stats, ses résultats. Ouais. Quels sont ses taux de conversion dans le passé. Ouais. Est-ce qu'il a des recommandations? Est-ce qu'il y a des numéros qu'il peut donner pour qu'on se rassure qu'effectivement, il ait fait ce qu'il dit qu'il a fait. La vidéo. La vidéo. La vidéo pour voir son niveau d'énergie. Voilà. Comment il s'exprime, son expression, comment il est face à la caméra, parce que aujourd'hui, de plus en plus, avant le closing, il y a encore 3 ans, 4 ans en arrière, c'était principalement du téléphone. Aujourd'hui, la visio, depuis Covid, s'est installée, et donc on passe de plus en plus en visio. Et puis, il faut aussi le dire, là, quand tu passes un appel en visio, un appel de vente, ça augmente le taux de confiance, et donc le taux de conversion, il est supérieur. Tout à fait. Voilà. Et on conseille même de plus en plus aux personnes de faire les appels en visio. Parce que effectivement, ça rassure plus le prospect de voir un humain et pas que d'entendre une voix. C'est ça. Et surtout, l'avantage aussi fondamental, c'est que pendant l'appel, vous pouvez partager du contenu, les écrans, de la matière, etc. Exactement. Vous venez appuyer votre argumentaire de vente. Et ça change tout. Donc, la vidéo, qui est primordiale, finalement, pour essayer de voir déjà si la personne... Voilà. Et après avoir fait ces vérifications, effectivement, déjà... comme un espèce de CV à travers le questionnaire, voir ses appétences, voir ses références, ses statistiques personnelles, avoir vu la vidéo. Après arrive un moment donné qui est important dans l'onboarding, dans une agence de closing, c'est le roleplay. J'ai envie de dire qu'avant même le roleplay, c'est tu sais, le premier entretien. Le premier entretien, bien sûr. De découverte, pour savoir un peu qui il est, ce qu'il a fait, etc. Pour un peu le questionnaire, détailler ça avec lui expliquer, du coup, c'est quoi la mission, c'est quoi la niche. Donc, si vous êtes un infopreneur par exemple, dans le business en ligne ou peu importe, même si vous êtes une startup, peu importe, c'est vraiment de lui expliquer ce que vous faites, c'est quoi votre avatar, c'est quoi votre cible, vérifier le matching. Si ça match. De l'appétence du closer vis-à-vis de la mission, et puis également, surtout, de vous avec le closer, le feeling. Le feeling, important, très important, parce que vous allez travailler ensemble tous les jours, donc c'est hyper important. Donc, suite à ce premier entretien, donc de vous caler un second entretien, donc en fonction des missions, on va dire que on va passer en moyenne 3 entretiens, à peu près, 3 calls, entre 2 et 3. 2 si ça se passe bien au second, si le roleplay est nickel, etc. Généralement, c'est 2 quand il n'y a pas de doute, et 3e si effectivement c'était mitigé, ou alors si tu as plusieurs postes qui sont ouverts et tu as plusieurs bons candidats, il y en a 1 ou 2 qui te paraissent évidents et que tu as besoin d'un 3e pour peut-être départager. C'est ça. Voilà. Ou alors si tu as senti, parce que ça arrive aussi que les personnes aient ce petit stress, etc. C'est pour ça que nous, on fait la mise en situation, pas directement au premier call en visio, tout simplement parce que de toute façon, quand il va avoir des appels chez vous, il a un temps de préparation pour préparer l'appel. Donc c'est normal que dans son onboarding, il a aussi un temps pour préparer son appel, parce que le second appel qu'on fait avec lui, c'est une mise en situation directe. Donc dans le premier, on va lui donner le contexte. Par exemple, nous aujourd'hui, on a un client qui vend de la formation sur un Photoshop à tel tarif. Ok, voilà son avatar client, voilà les douleurs de sa cible. Voilà du coup les points sur lesquels tu peux appuyer. Finalement dans ton appel, et voilà son offre. Et donc, suite à ça, on va faire un deuxième call avec lui où il va nous appeler comme si on était directement le client. Et là, on fait la mise en situation. Et on va avoir une grille de notation. Donc, quelle est la grille de notation finalement? Donc, on va s'assurer de la première chose, présentation. Donc, de qui il est. C'est ça. Je pense, c'est primordial, parce que tu peux pas appeler les gens et tu ne te présentes pas comme il faut. Donc, on va donner des points par rapport à ça. Le but de l'appel, donc le cadrage. Yes. Je te laisse poursuivre. Là-dessus, on peut partir sur les 10 compétences du closer. On peut dire que avant même effectivement la présentation, ça va être d'abord ce qu'on va appeler l'intonation, le niveau d'énergie, puisque c'est oui allô bonjour Laurent Dubois, oui bonjour c'est Sidney Si, là ça le fait pas. Le sourire. Donc, il faut le sourire, il faut de l'énergie, parce que la personne, vous savez pas dans quel état émotionnel elle est de l'autre côté. Et vous devez arriver et vous devez être game changer, c'est-à-dire que vous devez être le rayon de soleil dans sa journée. Et si elle a passé une très mauvaise journée, elle doit sentir de la bienveillance. Elle doit sentir effectivement chez vous de la bienveillance, de l'envie de servir, l'envie de lui faire passer un bon moment. Surtout, vous allez en avoir pour généralement 3 quarts d'heure, 1 heure,
Parfois, il y a des niches où effectivement on peut faire des appels un peu plus courts, de 30-45 minutes, mais généralement c'est 45 minutes, 1 heure. Ouais, 1 heure quand on est vraiment dans la phase de paiement, dans les modalités, etc. de règlement. Ouais. Voilà. Donc là, niveau d'énergie. Ensuite, effectivement, on va regarder la présentation. Et avant même la présentation, je dirais la connexion, parce que notez bien ce qu'on vous dit là, parce que ça va justement, et si vous avez, n'hésitez pas à mettre pause et peut-être à revenir pour pouvoir le noter, pour pouvoir vous tout de suite l'implémenter dans votre prochain recrutement. Ouais, ça c'est pratico-pratique. Hein. 1, le niveau d'énergie. 2, la connexion. Et la connexion, c'est le fit, donc le matching qu'il y a entre vous et la personne. Et ça, c'est de votre responsabilité. C'est jamais la personne. C'est-à-dire que même si elle est mal lunée, elle n'a pas envie, c'est votre responsabilité de faire en sorte qu'il y ait un fit, donc qu'il y ait un matching. Donc, niveau d'énergie, connexion, cadrage, d'accord? Cadrage. Ensuite, le cadrage, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de poser le cadre et de prendre le lead sur l'appel. Pourquoi est-ce que vous appelez? C'est quoi le but? Qu'est-ce que vous allez faire, etc. Absolument. Et vous vérifiez également la disponibilité de la personne, si on a ce qu'on appelle le challenge de temps. Est-ce que vous avez bien 45 minutes devant vous? Parce que parfois, avec l'enthousiasme, la personne, elle se met à déballer. Vous n'avez pas vérifié qu'elle avait 45 minutes devant vous. Et au milieu de l'appel, elle doit partir. Au moment, comme Steve il vient de dire à l'instant, au moment où vous allez passer sur la partie closing et surtout prise du paiement, elle vous dit « Ah, mais je dois partir, je dois aller chercher mes enfants ». Et quand on vous dit « Je dois partir, je dois aller chercher mes enfants, j'ai rendez-vous chez le médecin », là, votre vente, elle est morte. Vous avez beau positionner un R2 bis, il n'y aura pas de vente de façon, je dirais, presque logique. Okay, donc, c'est super important le cadrage. Ensuite, vous passez sur la phase, effectivement, de la découverte. Donc là, cette phase de découverte, c'est là que vous allez poser des questions sur le fait de savoir, effectivement, les attentes du client. Voilà, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qui l'a motivé à prendre rendez-vous avec vous, si elle a vu la masterclass, effectivement, donc là, vous allez la masterclass, la conférence, votre site internet, votre email, peu importe le contenu que vous produisez, la VSL, etc. Si vous êtes sur un modèle de VSL, c'est vraiment ici de se rassurer, de savoir est-ce qu'elle a vu le contenu, parce que si elle a vu le contenu, elle arrive dans l'appel avec un niveau de conscience qui est plus élevé que quelqu'un qui n'a pas vu l'appel. Moi, je dirais même que si la personne n'a pas vu la masterclass, n'hésitez pas à la renvoyer le visionnage. Et ça, c'est justement, ça fait appel au troisième élément qui était le cadrage, c'est-à-dire que vous prenez le lead et c'est vous qui êtes le leader. Donc, c'est vous qui menez la conversation. C'est comme si c'était une danse de salon, c'est vous qui menez la danse. Et effectivement, si vous voyez votre cavalière, votre partenaire, elle n'a pas de chaussures pour glisser, vous arrêtez la danse et vous l'amenez au bord de la piste et vous dites, vas-y, mets tes chaussures. Et là, on recommence. Là, c'est pareil. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, parce que la personne n'aura pas le niveau de conscience nécessaire pour aller plus loin. Donc, à un moment donné... Elle va vous dire, je regarde d'abord, ok, envoie-moi la vidéo, le machin, je regarde, et puis on se rappelle. C'est pas ce que tu veux. C'est pas ce que tu veux, donc anticipe. On le verra tout à l'heure, le traitement des objections, c'est quoi? Le traitement des objections, c'est effectivement, quand arrivent les objections, il doit toujours naturellement y avoir 2-3 objections. Mais la majorité des objections que la personne elle avait ont été traitées en amont, et ça en fait partie. Là, tu te prends, si tu ne fais pas ça, si tu n'affirmes pas ton leadership, c'est certain à 99% que tu apprends cette objection en pleine tête. Ouais, mais j'ai pas vraiment compris l'offre, je vous connais pas vraiment. Là, tu vas avoir cette objection. Je vous connais pas vraiment, je sais pas exactement ce que vous faites. Donc, tu t'évites ça, tu dis, ok, retourne, va voir la masterclass, va voir la VSL, retourne sur le site internet, j'en sais rien. Si t'es, par exemple, si t'es Funnel Builder, va voir mon portfolio sur mon site et puis ensuite, on se reparle. Et du coup, on était à la phase 4, la découverte. La découverte. En 5 En 5, effectivement, ici, on va commencer à faire la phase, je dirais, pas de la découverte. L'idée de la découverte, c'est comprendre quelle est sa situation actuelle. Donc là, maintenant, on va passer dans sa situation désirée. Qu'est-ce qu'elle veut? Quelles sont ses attentes? Là, on va plus rentrer dans le détail des attentes. Côté projection. Voilà. Projection. Donc là, on va la projeter. Ici, clairement, c'est ce qu'on va appeler son monde idéal. Voilà. La vie idéale qu'elle voudrait faire. Elle voudrait avoir. Concrètement. C'est ça. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, donc là, maintenant, on arrive sur la phase où, effectivement, on peut commencer à préparer le pitch. Soit il y en a qui vont pitcher directement, ou soit tu fais un pré-pitch. Un pré-pitch, ça veut dire qu'avant de pitcher, tu fais un récap,
tu reformules et tu vérifies que tu es bien aligné avec la personne, que tu as bien compris ses défis, tu as bien compris ses aspirations et que tu as le véhicule qui lui permet d'aller du point A au point B. Exactement. Quand tu as validé tout ça, à ce moment-là, tu sais que tu peux rentrer dans ta phase de pitch. Et là, effectivement, le pitch, c'est quoi? C'est que tu as plusieurs solutions qui sont en ta possession et tu dois faire preuve d'intelligence situationnelle pour te dire, tiens, j'ai le produit A, B, C, j'ai du Doliprane, j'ai du paracétamol et j'ai, je sais pas moi, le même produit mais américain parce que j'étais aux États-Unis récemment. Qu'est-ce que je lui donne s'il me dit qu'elle a mal à la tête? Est-ce que c'est du Doliprane, du paracétamol ou alors les cachets américains parce que ça lui correspond mieux? Il y a une question de taille, il y a une question de goût, voilà. Et surtout que le pitch, ça va être très important. Si tu as bâclé ta phase de découverte, ton pitch, il sera pas bon. Donc, il faut toujours se mettre dans la peau d'un médecin, parce que tu connais le cas du médecin. Tu vois, quand tu vas chez le médecin et que tu lui dis, chez le médecin ou le thérapeute, je vais prendre le cas du médecin généraliste et je vais prendre le cas du thérapeute aussi. Si tu vas chez un médecin généraliste et tu lui dis, ben, j'ai mal au ventre, ben, il va pas te dire, ok, tu as mal au ventre, tiens. Il va venir faire une palpation, il va te demander ce que tu as mangé la veille, il va poser un diagnostic, te poser une série de questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut provoquer ce mal de ventre-là. Quand tu es par exemple chez un thérapeute et que tu lui dis « moi j'ai peur du noir », il va pas tout simplement te dire « ok, ben, tu as peur du noir, peut-être qu'il te faut tel cachet, etc. » Il va te dire « ok, pourquoi est-ce que tu as peur du noir? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans le noir ?» Et il va faire un test avec lui pendant ta thérapie, essaye de fermer les yeux avec moi et dis-moi ce que tu ressens. Tu vois? Et c'est où vous devez arriver dans quand vous posez un diagnostic avec un client, c'est vraiment de se mettre dans cette posture-là, d'être le fameux médecin, d'être le thérapeute, le psy, etc. pour aller essayer de comprendre ce qui se cache derrière le désir profond. Et même les objections, c'est pareil. Quand quelqu'un te dit, ben, je veux parler avec ma femme, c'est pas tant qu'il ait cette nécessité de parler avec sa femme. Donc, il y a toujours une objection cachée derrière l'objection qu'il te donne. Généralement, la première objection, elle n'est jamais la bonne. Yes. Très important, ce que Steve vous dit, c'est que vous devez avoir cette double approche et du médecin et du thérapeute qui ne sont pas la même. Le médecin va poser un diagnostic, donc quelque chose de froid et quelque chose, je dirais, de logique, donc de rationnel, alors que le thérapeute va aller sur l'émotionnel. Et donc, en fait, c'est une combinaison des deux. Donc, vous devez avoir une approche qui soit à la fois rationnelle et émotionnelle. La vente, c'est les deux. Donc, la vente, c'est quoi? La vente, c'est finalement, je dirais, c'est influencer. Influencer, c'est quoi? Influencer, c'est deux choses. Influencer, c'est persuader et convaincre. On convainc le système rationnel et on persuade le système émotionnel. Donc, c'est influencer égale persuader plus convaincre. Et c'est pas dans le même rapport, puisque convaincre, c'est que 20%, et persuader, l'émotionnel, c'est 80%. Et je dirais même que si tu veux de l'appel, finalement, de closing, etc., c'est pas de convaincre le client. En aucun cas, on est dans un... Et c'est là où il y a une différence fondamentale avec le commercial. C'est que dans l'approche qu'on a aujourd'hui de la vente en mode closing, c'est qu'on n'est pas là pour convaincre un client. On est là pour lui apporter une solution à une problématique qu'il a déjà et de lui faire comprendre que ben, si tu as envie de ne plus avoir mal au ventre, il faut voilà la pilule. C'est ça. Et généralement, quand ton médecin te prescrit un médicament, tu lui dis pas non, tu vois. C'est ça. Alors, Steve, ce qu'il dit, c'est très juste. Hein. C'est vraiment ça. Et l'idée qu'on effectivement, pour reprendre le terme que j'ai utilisé, convaincre, c'est pas que c'est vous qui allez convaincre pour expliciter le propos. C'est pas que c'est vous qui allez convaincre la personne. C'est qu'en fait, vous devez parler au système rationnel de la personne, au système émotionnel. Et en fait, tout l'art du closing est que même dans le cas de la conviction, c'est pas vous qui allez convaincre directement. En fait, vous avez posé des petites pierres qui font que c'est la personne elle-même qui rationnellement va prendre ces éléments pour faire ce qu'on appelle une autoconviction. Moi, j'appelle ça un auto-closing. Parce que la meilleure façon de closer quelqu'un, c'est pas de le causer, c'est qu'elle s'auto-close. De la même façon qu'en hypnose, l'hypnose n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'auto-hypnose. En fait, quand vous avez quelqu'un qui vous fait de l'hypnose, il va vous faire quoi? Il va vous faire une suggestion hypnotique. Et cette suggestion hypnotique, vous
vous allez l'accepter ou ne pas l'accepter. Et vous allez transformer cette suggestion hypnotique en autosuggestion. En fait, dans l'hypnose, dans le phénomène de l'hypnose, ce n'est jamais vous, c'est jamais la personne qui hypnotise, qui vous hypnotise vous, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez de la confiance, vous êtes dans un terrain d'assurance, de bien-être. Vous allez accepter sa suggestion et vous allez transformer sa suggestion en autosuggestion. Et c'est votre propre autosuggestion qui va vous hypnotiser. Donc, et le closing, c'est exactement la même chose. En gros, ce que tu veux dire, c'est de se détacher aussi quelque part de la vente. C'est ça. Il faut être détaché, ne pas faire sentir à la personne que vous êtes entre guillemets en chien, que vous avez vraiment envie de vendre. Et à ce moment-là, comme elle sent que vous êtes détaché, mais elle sent en même temps, comme le disait Steve, que vous avez vraiment envie de l'aider, elle se fait plus naturellement. Elle se sent à l'aise et elle va accepter plus facilement ce que vous avez à proposer. Et c'est elle-même qui va effectivement aller piocher dans les éléments que vous avez habilement posés en éléments, en arguments émotionnels et rationnels. Elle va aller elle-même construire sa propre conviction d'auto-hypnose, d'auto-closing, d'auto-vente. Et donc, ça veut dire que là, en phase 8, on est sur la phase où il y a le pitch. 9, forcément, quand il y a le pitch, il va avoir une phase où la vente vraiment commence aussi, où le challenge. C'est le challenge. C'est là que commence. C'est là comme quand tu vois les combats de boxe, etc. Exactement. On jauge l'adversaire au début, mais on se donne des coups. Voilà. Parce que la vente aussi, c'est un peu soit un jeu d'échecs ou un jeu de boxe. Aussi, moi, j'aime bien prendre cette analogie avec la boxe. Parce que pour moi, tu as des closers qui, eux, tout de suite, dès le premier round, ils veulent essayer de mettre son adversaire KO. Et il n'y arrive pas. Vous ne vendez pas. Et tu as certains qui ont compris que en fait, c'est un combat, il est court, corps, ça compte, ça fatigue un peu l'adversaire. C'est un travail à l'usure. À l'usure tout le long. Tout le long. Et donc, ils vont te donner des petits coups au corps, etc., répétitifs. Et la vraie vente, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. La vraie vente, le vrai closing. C'est vrai que, techniquement parlant, le closing, c'est la phase qui viendra après le pitch. On va effectivement annoncer le prix. Et il va y avoir ensuite la phase dite d'objection. Voilà, et une fois qu'on a effectivement terminé la phase d'objection, maintenant on passe à la phase effectivement de paiement. Et là, c'est dans cette phase de paiement qu'on fait, techniquement parlant, les modalités. Voilà, le closing en lui-même, c'est-à-dire je close, je verrouille et je prends effectivement le paiement et on met en place ces modalités en une fois, en 6 fois. Ok. Une fois, 6 fois en fonction des modalités que vous avez. Mais pour moi, la vraie définition du closing, c'est pas le moment où tu prends l'argent parce que ça, c'est que un élément. Pour moi, le closing, ce n'est pas un événement. Pour moi, le closing, c'est tout le long. Tout le long. Donc, ce n'est pas un événement, c'est tout le long. Donc, ça veut dire quoi? Si ce n'est pas un événement, c'est tout le long. C'est-à-dire que c'est un processus et non pas un événement. C'est un processus. Et vraiment garder ça en tête, c'est un processus. Et donc, c'est comme ça que nous, à travers du coup cette grille d'évaluation, on va pouvoir évaluer du coup les compétences du closer. Absolument. Pour pouvoir par la suite l'onboarder. Et puis, n'oublie pas, après, on a oublié une phase, c'est que après effectivement la phase de pitch, la phase d'annonce du prix, la phase effectivement traitement des objections, de traitement des objections, tout ça. Une fois que la personne elle a payé et que c'est censé être terminé, c'est pas vraiment terminé. Il y a encore une dernière phase qui est une phase justement de prise de congé. Mais cette phase de prise de congé, elle est importante parce que ici, je vous donne vraiment une clé. Et seulement ceux qui écouteront le webinaire et le podcast l'auront. C'est que quand tu viens de dépenser 5 000 € dans une vraie vente physique, comment ça se passe? Tu sors de là avec un sac. Ouais. Tu vas chez le concessionnaire, tu sors de là avec ta voiture. Ou tu vas acheter ton smartphone, tu as ton téléphone. Donc tu as cette joie, tu l'as. Donc tu l'as physiquement. Dans une vente en ligne, tu viens de te faire délester de 5 000 €, de 10 000 €. 15 000, 20 000. 20 000. Ta femme, elle t'a écouté. Elle dit, chérie, tu viens de te raccrocher, tu viens de dépenser 20 000 €, 10 000 €, 5 000 €. Et t'as quoi en face? T'as quoi? Et là, tu n'as rien à lui présenter à ta femme. La panique commence à naître. Donc, la panique commence à naître dans ta tête parce qu'elle était déjà dans la sienne. En fait, elle t'a transféré déjà sa panique. C'est ça. L'amygdale s'active. Voilà, l'amygdale s'active, donc la zone de la peur. Donc, la question ici, c'est se dire, mais t'es fou. Tu connais d'où ce mec? Tu connais d'où le gars pour qui il vend des trucs? Et tu viens de dépenser, allez, on va être bas, tu viens de dépenser 5 000 €.
c'est le prix de nos vacances. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben, l'homme est fait d'émotions. Donc tu Exactement. paniques. Là, tu veux te rétracter. Tu veux te rétracter. Et là, ce qui va se passer, c'est que sa femme est en train de lui diffuser toutes les raisons de ne pas faire. Sa femme ou son mari. Hein, ou son mari. Ou ses amis. Hein, ses amis. Ça peut être tout le monde. Et là, on a eu beaucoup de cas comme ça, des clients qui disent oui, mais j'ai parlé à ma soeur et finalement, je ne vais pas le faire parce que voilà, je ne suis pas soutenu, etc. D'où la question aussi de désamorcer ça en amont, c'est qui vous accompagne dans ce processus-là. Exactement. Donc ici, le fait d'avoir vérifié si dans sa prise de décision il y avait quelqu'un d'autre, ça permet de désamorcer. Et quand bien même, il te dit non, mais je prends mes décisions seul. Il vient de te montrer qu'il prend ses décisions seul. Il vient de payer. Sa femme, une fois qu'il a raccroché, sa femme lui parle. Là, elle est en train de lui mettre la pression pour l'amener à annuler la vente. Là, la question, c'est que si tu le laisses en l'état, il va se passer qu'il peut se faire influencer pour justement annuler cette vente. C'est pour ça dans le bain tout de suite. Et il faut le mettre dans le bain tout de suite. Et comment tu le mets dans le bain? Parce qu'en fait, il faut que tu compenses psychologiquement l'objet qu'il n'a pas par autre chose. Et c'est pour ça que le closing par rapport au commercial, même si on avait déjà fait une émission là-dessus, un podcast pour définir ces différences, c'est que le closing, c'est généralement la vente d'un produit ou d'un service haut de gamme en distanciel. Et généralement, ça veut dire que ce sont des produits physiques qui sont digitaux, en fait. Qui sont digitaux, dématérialisés. Et il va falloir compenser la technique de closing par rapport à la technique commerciale classique. C'est que ce sont des effets de levier psychologiques et techniques qui sont différents pour justement venir compenser ce qui n'existe pas matériellement. Bon. Et ici, ouais, mais vas-y. Il faut l'onboarder. Tout de suite, c'est ce que j'allais dire. Il faut tout de suite l'onboarder. Si tu ne veux pas lui donner tout le contenu parce que tu attends que le paiement soit effectif, etc., tu peux déjà le mettre dans tes groupes. Par exemple, si tu as un canal Slack ou un groupe Facebook ou un Discord, peu importe, une communauté, tu peux tout de suite commencer. Pourquoi? Parce que le fait d'être dans la communauté tout de suite, il va voir soit les résultats de la communauté, il va voir l'émulsion de la communauté, etc. Tout de suite, il se dit, ah ok, ben, je vais avoir mes accès, ils attendent juste que mon paiement passe et j'aurai mes accès, etc. Donc, d'où l'importance aussi dans ton système, si tu veux vraiment aller grandir, de mettre des customer care qui vont reprendre le relais dès que le closing il est aussi fait pour dire, hey, bienvenue dans le programme, etc. On va t'envoyer tes accès, voilà, etc. Exactement. Pour que tu puisses commencer. Voilà. Et là, tu as bien scellé, validé, verrouillé définitivement ta vente. Donc ça, c'est un point sur lequel tu dois agir. Si tu vois que tu as un taux de rétractation qui augmente, ça veut dire que là, il te faut mettre en place ce qu'on va appeler du customer care pour s'assurer justement de baisser en fait tes taux de rétractation. Exactement. Donc ça se joue souvent à ça. Et j'espère que du coup cet épisode sur tu as les clés aujourd'hui que nous on utilise dans l'agence pour recruter du coup des closers et comment est-ce que tu vas pouvoir faire monter en compétence tes top closers pour qu'ils puissent tout exploser dans ton business. Donc si tu as aimé ce podcast, tu sais ce que tu dois faire, tu dois partager, liker, partager le podcast au max pour justement diffuser la bonne nouvelle. Exactement. On se revoit dans une semaine pour un nouvel épisode des Tonton Closer.